Bernard Delpit, 2014 a été l'année de la présentation d'un plan stratégique qui a eu lieu en mars dernier. 7, 8, 9 mois après, où en êtes-vous de ce plan? Alors tout d'abord, un peu reparler du plan stratégique pour rappeler à nos auditeurs qu'il y avait en fait deux volets dans le plan stratégique. Il y avait une partie clairement stratégique qui consistait à décrire quels étaient nos métiers, qu'est-ce qu'on voulait faire dans les prochaines années. Et puis il y avait un volet plus financier où on essayait de viser, de dire comment on allait viser une performance durable à horizon 2016-2017, compte tenu du contexte économique qu'on avait décrit. Eh bien, la première année, donc 2014, se déroule conformément au plan. Alors, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu et que vous avez découvert dans les comptes du deuxième trimestre de Crédit Agricole SA. C'était la situation au Portugal, puisque vous savez que donc, nous avons mis à zéro notre participation dans la banque portugaise BECH. On avait une participation qui était de 15% du capital et le BECH a été mis en grande difficulté et nous avons donc ramené à zéro cette participation. En dehors de cet événement particulier du deuxième trimestre, on est tout à fait en ligne avec la trajectoire qui doit nous amener donc jusqu'en 2016-2017 vers 4 milliards de résultats. On y est numériquement, j'allais dire, avec les chiffres, et on y est stratégiquement parce qu'il s'est passé ce que nous avions dit, à savoir que les différents métiers du Crédit Agricole s'équilibraient entre une banque de détail en France qui, compte tenu de la situation des taux, plutôt tendance à freiner, des métiers de financement, donc les banques de financement qu'on appelle de financement de grande clientèle, le crédit à la consommation qui commence plutôt à remonter, et puis un moteur qui est toujours très puissant, qui est celui de l'assurance et de l'asset management qui fonctionne très bien. Donc je dirais qu'à la fois en chiffres et en stratégie, on est dans la première année d'application du plan conformément à ce qu'on avait décrit. Alors vous soulignez le poids de la banque de détail, de la banque de proximité dans votre stratégie. Les résultats du troisième trimestre ont été accueillis assez fraîchement par les investisseurs qui ont notamment remarqué que sur la banque de détail, le produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires pour une banque, était plutôt mal orienté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour expliquer cette situation? Alors, si vous me laissez juste 10 secondes avant pour dire que l'accueil a été frais, mais il l'a été aussi parce qu'il est vrai que la progression de l'action Crédit Agricole SA depuis le début de l'année et même sur 12 mois avait été très rapide, une des meilleures performances du secteur et pas simplement en France, mais au niveau européen. Et donc, je pense qu'il y a eu de la part d'un certain nombre d'investisseurs institutionnels une correction, une réallocation une fois que la performance a été encaissée. Donc je ne fais pas un lien direct avec ce que je vais décrire maintenant, qui est la situation de la banque de détail en France et l'évolution du cours de l'action Crédit Agricole SA. Alors ce qui se passe en effet, c'est que les revenus, que ce soit celles des caisses régionales ou de LCL, ont marqué, on va dire, un repli par rapport à l'an dernier. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Tout d'abord, 2013 était une année record, notamment pour les revenus des caisses régionales. Donc, il était très difficile de battre 2013. C'est la première chose. Deuxième chose, vous savez que le législateur a modifié les règles en matière de commission, notamment les commissions d'intervention, quand il y a des incidents de paiement, par exemple. Donc, le Parlement a limité le niveau des commissions. Et il a limité le niveau opération par opération et il a limité également le montant total que la somme de ces opérations pouvait représenter par mois pour les clients. Et donc ça a eu un impact très fort. Et donc on le prend à plein en 2014. Nous ne l'aurons plus en 2015. J'allais dire ce sera dans les bases. Et puis il y a aussi... et c'est peut-être ça qui intéresse le plus les observateurs, la manière dont une banque de détail évolue dans un contexte de taux particulièrement faible. Si vous avez eu à renégocier des prêts immobiliers au cours des derniers mois, vous le savez, les taux n'ont jamais été aussi bas. Et pourtant, nous ne considérons pas que cette situation de taux bas dans notre activité de prêt constitue une vraie difficulté.
D'abord parce que Crédit Agricole a une gestion dite actif-passif qui est prudente, qui conduit à couvrir nos prêts. Donc, ce n'est pas ça la difficulté. La difficulté, elle est, j'allais dire, pour la banque comme pour les épargnants, plutôt du côté des ressources, les revenus qu'on tire du placement des ressources. Notamment parce qu'en France, vous le savez, une partie de l'épargne se fait à taux réglementé. Et les taux, notamment ceux du livret A ou ceux du PEL, se fixent à des niveaux élevés, déconnectés des conditions de marché. Et donc les conditions dans lesquelles on peut replacer cette épargne sur les marchés est complètement déconnectée des taux de rémunération qu'on verse à nos clients. Donc ça aussi, ça a eu un effet. Néanmoins, je crois que le marché a un peu surréagi à cette évolution. C'est-à-dire qu'il a pris les taux de baisse des revenus au troisième trimestre et il les a projetés, j'allais dire presque à l'infini. En tout cas, pour les 3-4 prochaines années, ce n'est pas tout à fait la vision qu'on en a, nous. On pense qu'à partir de 2015, peut-être pas au début de l'année 2015, mais vers le deuxième semestre de l'année 2015, les revenus vont remonter. Si toutefois, on peut espérer que, nous n'ayons pas de nouvelles interventions réglementaires sur le niveau de nos commissions. Et par ailleurs, en revanche, on aimerait bien une intervention réglementaire pour modifier le niveau des taux réglementés qui n'a plus du tout aucun rapport avec les conditions de marché que nous connaissons. L'un des points qu'on a remarqué aussi, c'était la baisse du coût du risque, c'est-à-dire les provisions qu'une banque peut éventuellement constituer face à ses portefeuilles de crédit. La baisse était sensible. Est-ce que c'est quelque chose qui va se poursuivre au cours des prochains trimestres ? Alors, la baisse, en effet, a été sensible parce que pour nos métiers, elle était près de 19% par rapport à l'an dernier. Et je dirais que cette baisse de 20% des provisions qu'on a à constituer, elle n'a pas commencé au troisième trimestre. Ça fait déjà plusieurs trimestres qu'on l'enregistre. Alors, cette baisse va, je pense, commencer maintenant à atteindre un palier, puisqu'on a atteint des niveaux de coût du risque, notamment en France, qui sont très bas. En gros, le coût du risque, donc le niveau des provisions par rapport aux encours, ça représentait pour les caisses régionales 10 points de base et pour LCL 17 points de base. Donc, c'est des niveaux très bas en France. On attend encore une baisse du coût du risque en Italie, parce que pour nos affaires en Italie, vous savez qu'on a une banque de détail qui s'appelle Cariparma, mais on a également du crédit à la consommation. On considère que le coût du risque est encore élevé. Néanmoins, pour ceux, et vous en êtes qui observez la conjoncture en Italie, on ne peut pas dire qu'on soit encore dans une situation très favorable. Le PIB italien va encore baisser cette année. Et donc, pour cette raison-là, nous n'avons pas encore la totalité de la baisse du coût du risque que nous escomptons dans une situation normale, ce qui est ce que nous avions pris comme hypothèse dans le plan à moyen terme. Alors, je pense que ça n'interviendra pas. Ça n'intervient pas en 2014, ça n'interviendra peut-être pas encore en 2015, mais en 2016, ça fait encore partie de nos hypothèses. Quand on regarde les cours de bourse, on voit que les banques sont un petit peu plus volatiles au cours des dernières semaines et qu'elles sont extrêmement sensibles à la politique monétaire et à la politique de la BCE. Alors il y a deux éléments qui se sont produits de la part de la BCE. C'est d'une part une volonté de permettre un refinancement bancaire. Comment le Crédit Agricole utilise-t-il cette capacité de la part de la Banque Centrale Européenne ? Et deuxièmement, quel a été l'impact des stress tests bancaires sur la profession et sur Crédit Agricole en particulier ? Alors, je vais commencer par la deuxième partie de la question. Donc, vous vous rappelez qu'il y avait, dans cet examen de passage dans l'union bancaire, il y avait deux aspects. Il y avait ce qu'on appelait l'AQR, qui veut dire une analyse du bilan et de la manière dont notamment sont constituées nos provisions. Et puis ensuite, un stress test pour savoir comment ce bilan pouvait réagir dans une situation économique très détériorée. Et le Crédit Agricole a passé haut la main ces deux examens. L'AQR, parce que ça a représenté 0,2% de notre ratio, une appréciation prudentielle plus réduite que la nôtre de 0,2%, ce qui fait très peu de choses finalement. 20 points de base, c'est très peu. C'est-à-dire que là où on disait, nous, on a 11%
de ratio de solvabilité, la BCE a dit, bon, ben, en prenant des hypothèses un peu différentes sur certains aspects, nous, on considère que vous êtes à 10,8, donc c'est vraiment rien comme écart. Et dans le stress test, donc à horizon 2016, ils ont considéré que si nous ne faisions plus de nouvelles affaires, c'est-à-dire qu'on se contentait de faire vieillir le bilan avec des hypothèses très sévères de baisse des prix de l'immobilier, près de 30% entre maintenant et 2016, avec des hypothèses de chômage qui augmentent, enfin tout un tas de scénarios, j'allais dire, un peu catastrophes, le Crédit Agricole aurait encore en 2016 un excédent de capital par rapport au seuil minimal qui avait été fixé par la BCE à 5,5% de 21 milliards. Ce qui nous mettait dans toutes les banques de la zone euro en tête des banques les plus solides mesurées en euros, pas en ratio. Donc je pense que la BCE nous a décerné un satisfecit à l'issue de cet examen. Votre deuxième point, c'est la politique monétaire. Alors il est évident que toutes les banques sont extrêmement sensibles à la politique monétaire. À la politique monétaire dont on parle et à la politique monétaire qu'on fait. À la politique monétaire dont on parle, c'est celle de M. Draghi, parce que quand il fait des déclarations, ça peut avoir un effet sur les opérateurs de marché et derrière un effet également sur les banques. Je dirais que c'est le premier effet, ce n'est pas le plus tangible, mais c'est peut-être un des plus importants quand même. Ce qu'on appelle la guidance, c'est comment la BCE fera vis-à-vis des taux. Est-ce qu'elle s'apprête à les relever? Est-ce qu'elle va les laisser bas? Donc ça modifie les anticipations des opérateurs de marché. Et donc ça, c'est une première chose très importante. Et vous avez vu que ce matin, il a encore dit qu'il ferait tout ce qui serait nécessaire pour soutenir la croissance européenne qui en a bien besoin. Donc c'est le premier point de la politique monétaire. Le deuxième, c'est effectivement les instruments de politique monétaire qui sont utilisés. Et aujourd'hui, il y en a deux qui sont mis au goût du jour par M. Draghi. Le premier, c'est ce qu'on appelle le TLTRO, pardon pour les sigles, mais ça veut dire que dès lors qu'on apporte des créances à la BCE nous donne de la liquidité en contrepartie. Donc, ce n'est pas de l'argent gratuit, puisque une partie de notre bilan, on l'immobilise auprès de la BCE. Mais donc, elle a rendu disponible de la liquidité pour que nous puissions accompagner nos clients à des taux intéressants. Alors, évidemment, on voit ça d'un œil très positif. Pas tellement parce que c'est de la liquidité peu chère, parce que de toute manière, cette liquidité, si on voulait l'utiliser, elle se fait également, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à des conditions peu rentables. Mais surtout parce que ça nous permet d'avoir de la visibilité pour plusieurs années pour organiser notre plan de financement de l'activité. Et donc, une ressource à 4 ans, ça nous permet aujourd'hui de commencer à travailler sur notre plan de financement et l'accompagnement de l'augmentation des encours à l'économie, ce qui est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, si vous me permettez, c'est que la BCE a dit qu'elle achèterait des actifs, et notamment ce qu'on appelle des ABS, c'est-à-dire des titres derrière. Il y a des actifs bancaires. Et donc, hier encore, on a fait une émission d'obligations sécurisées et la BCE en a effectivement acheté. Donc, on est vraiment pardon ? Pour quel montant ? On donne pas les montants, mais c'est une part importante de l'émission qu'on a fait hier. Ah, et là, plus de son, plus d'image, c'est vous ? Bon, donc je vais continuer. Enfin, donc, on utilise la... Donc je disais qu'on était un bon partenaire de la BCE pour l'aider à soutenir la croissance européenne. La banque est au-delà des exigences qui lui sont imposées. Ça veut dire que vous avez des marges de manœuvre. Qu'allez-vous faire de ces marges de manœuvre? Est-ce que c'est pour faire des acquisitions? Est-ce que c'est pour rémunérer vos actionnaires? Quelle est votre politique de dividende? Alors tout d'abord, les marges de manœuvre dont j'ai parlé, c'est par rapport au minimum. Ce n'est pas par rapport à là où nous attendent les marchés, notamment. Hein. Les 21 milliards dont je parlais, c'est par rapport à 5,5%. Aujourd'hui, les marchés, ils attendent qu'on soit plutôt à 10%. Donc, n'imaginez pas que j'ai les poches pleines pour faire tout ce que je veux. Ce serait pas le cas. Alors, d'abord, nous avons clairement dit que le Crédit Agricole n'était pas aujourd'hui dans l'idée de refaire une politique de croissance externe dynamique. C'est pour l'instant pas du tout dans notre plan stratégique. Dans notre plan stratégique, on a dit qu'on limiterait la croissance externe, donc les fonds qu'on mettrait à la disposition de la croissance externe, à quelques cibles
et notamment l'asset management avec Amundi, qui a déjà prouvé qu'il savait intégrer de nouvelles activités. Et donc ça a été clairement dit. Néanmoins, nous voulons aussi rémunérer nos actionnaires. Vous avez vu que l'année dernière, nous avions versé 35 centimes par action, ce qui, par rapport au cours de l'action, qui était aux environs de 10 euros, faisait un rendement de 3,5%, ce qui nous mettait en bonne situation quand vous comparez le rendement de l'action Crédit Agricole par rapport au cours vis-à-vis des autres banques françaises. Et on veut continuer ainsi. Continuer ainsi. Bernard Delpit, directeur financier de Crédit Agricole, merci.